Bonsoir Najat Vallaud-Belkacem, vous êtes porte-parole de Ségolène Royal, élue de Lyon par ailleurs. Guillaume Bachelet, vous êtes secrétaire national au PS à l'industrie et vous avez coordonné la rédaction du projet socialiste et vous êtes proche de Martine Aubry. Alors je précise parce qu'en ces temps de primaire socialiste, c'est pas évident d'en avoir deux d'écuries différentes, si je peux me permettre, sur le même plateau, qui viennent ensemble signer un même livre intitulé Réagissez, répondre au FN de A à Z chez Jean-Claude Gazévitch. Bon, c'est assez à la mode, hein, répondre à Marine Le Pen. En quoi votre livre est vraiment différent tous les deux? D'abord, peut-être, par quoi est-ce que ce livre a été inspiré exactement? Je pense que si on y songe, c'est sans doute pendant les dernières élections cantonales, lorsqu'avec Guillaume, on s'est un peu échangé nos expériences de terrain. On avait beaucoup fait campagne l'un et l'autre auprès de camarades partout en France, y compris dans les quartiers populaires. Et qu'on s'est rendu compte qu'on avait été confrontés aux mêmes expériences avec des gens qui nous disaient « mais enfin, la droite, la gauche, c'est pareil, vous avez tout essayé, tout échoué, maintenant, nous, on va essayer autre chose, on va voter Front National pour voir ». Et que finalement, ce qu'on prenait pour de la provocation, s'est réalisé le soir du scrutin, puisque mine de rien, le Front National s'est retrouvé dans 400 bureaux de vote. C'est assez intéressant parce que vous tutoyez le camarade en introduction et puis vous tutoyez le futur candidat à la fin du livre. Hein, et vous lui dites, c'est le plus important, c'est combattre Marine Le Pen. Mais Najat Belkacem vient de le dire. Dans le fond, ce qui est frappant et ce qui est un problème pour la gauche, c'est que ce sont les ouvriers qui votent Marine Le Pen, c'est-à-dire l'électorat naturel de la gauche. Oui, ce qui est frappant dans la période que disait Najat, c'est qu'on a vu que le Front National, qui était jusqu'ici un vote de protestation ou de sanction, devient pour beaucoup d'électeurs du Front National un vote d'adhésion. C'est plus un vote contre, c'est un vote pour. Et vous demandiez ce qu'il y a de différent dans ce livre par rapport aux autres, c'est que précisément, on ne combat pas le Front National, j'allais dire celui-là, comme celui de papa. Ce Front National doit être combattu non pas en méprisant, en diabolisant, en culpabilisant les électeurs, mais en leur expliquant ce que donnerait la mise en œuvre concrète, pratique du programme du Front National quand il a des propositions, et puis par ailleurs en même temps montrer les contre-propositions de la gauche, parce qu'il s'agit évidemment de faire le changement. Oui, parce qu'effectivement, chaque chapitre est sous forme de thèmes dans lesquels il y a les propositions, voilà, l'abécédaire. Et alors, bon, prenons A comme affaire, vous ne l'avez pas fait, mais A comme affaire, c'est en ce moment Karachi, Bourgi, et vous, Pierre Moscovici dit, il faudra bien que Nicolas Sarkozy s'explique, Martine Aubry, c'est une des affaires les plus graves de la Ve République, etc. etc. Vous en rajoutez, vous allez faire remonter, encore plus monter Marine Le Pen, non? Non, mais c'est pas en mettant la poussière sous le tapis qu'elle disparaît. Aujourd'hui, on le voit, le sarkozysme, c'est d'ailleurs une des thèses de notre livre, est un formidable agent électoral du Front National version Marine Le Pen, par sa politique d'injustice fiscale, par, j'allais dire, un certain nombre de discours, l'identité nationale, le discours de Grenoble, qui, en fait, sont des discours anti-islam, des discours de division, et puis par l'absence d'exemplarité républicaine à la tête de l'État. Quand même, Routel Krief, affaire Clearstream, affaire de l'EHPAD, affaire Wörth-Bettencourt, Karachi. Ça fait pareil. Franchement, il nous avait promis la République exemplaire, on a une République délétère. Bon, mais la gauche a eu aussi des affaires, excusez-moi, on va pas faire... Je veux dire, regardez, Van Ruymbeck qui est dans l'affaire Karachi, il était quand même sur l'affaire Urba et sur le financement du Parti Socialiste contre François Mitterrand et contre tout le Parti Socialiste. Donc bon, là-dessus... Je pense vraiment que rien n'est comparable à ce qu'on est en train de découvrir et à mon avis, on n'a pas tout découvert dans l'affaire dont je vous rappelle quand même qu'il y a eu un attentat qui a causé la mort de 14 personnes. Il faudrait d'ailleurs peut-être rappeler et réexpliquer aux téléspectateurs ce qu'on entend par rétrocommission, parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on évoque ce terme qui est quand même un terme compliqué, que les gens ne comprennent pas forcément, il se serait bien de leur expliquer qu'il s'agit quand même d'argent sale finalement. Oui, mais on ne fait pas le lien direct. Enfin, je veux dire, il y a deux affaires et il y a deux volets. Bien sûr, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a devant nous une affaire d'État et que rien ne nous garantit aujourd'hui, et c'est ce qui est quand même extrêmement inquiétant, que la justice puisse faire son travail et qu'on sache finalement la vérité de cette affaire. Mais pour revenir à votre question précédente, moi je crois qu'il y a deux choses qui font monter le Front National. La première, c'est l'impuissance du politique. À chaque fois que le politique donne l'impression de ne pas pouvoir répondre à la crise, la résoudre, vous avez en face de vous une Marine Le Pen qui tape du poing sur la table en disant « mais moi je sais comment on va faire, c'est très simple, on va sortir de l'euro et remettre des barrières à nos frontières ». Voilà. Et la deuxième chose qui fait monter le Front National, c'est la déliquescence morale, en effet, au sommet de l'État. Et Guillaume l'a suffisamment bien dit. Je crains, en effet, que cette affaire Karachi et ce qu'on est en train de découvrir
ne fasse que profiter une fois de plus à ce parti. Il y a une troisième raison, je pense, j'ajoute à ce que dit Najat, c'est que si on ne voit pas clairement la différence entre l'offre politique, le projet politique de la gauche en général et du Parti socialiste en particulier, et d'autre part, la droite. Si le clivage, c'est austérité de droite contre rigueur de gauche, le risque, c'est d'avoir un Front National plus dangereux que jamais. Donc on a besoin d'une confrontation projet contre projet. Alors c'est le projet socialiste, mais enfin ça c'est, j'ai envie de dire, quand je vous entends, vous parlez pour Martine Aubry, elle parle pour Ségolène Royal, on y reviendra dans un instant. Moi ce que je voudrais vous citer, c'est ce livre d'un de mes confrères, Hervé Algalarondo, qui va sortir la semaine prochaine, au titre assez provocateur, La gauche et la préférence immigrée, et qui dit dans le fond, s'il y avait seulement 13% des ouvriers qui avaient voté Jospin en 2002, si dans l'électorat de Mélenchon, il y a 2% d'ouvriers, et dans celui de Marine Le Pen, 36% des ouvriers qui votent pour Marine Le Pen, c'est que la gauche ne s'adresse plus aux ouvriers et qu'elle a une préférence pour l'ouverture des frontières à tout va, et que, y compris les ouvriers immigrés, se sentent menacés. Mais ça, c'est un bon exemple. Et que donc, du coup, c'est normal, ils vont vers Marine Le Pen au lieu d'aller vers vous. Moi, je suis l'élu d'une commune, Cléon, en Seine-Maritime, qui a une très très grosse usine Renault. Commune ouvrière, populaire. Donc je connais bien les sujets dont vous parlez. Pendant 15 ans, 20 ans, une partie de la gauche, une partie de la droite ont considéré par exemple que la production, l'industrie, l'Europe qui devait se protéger, tout ça, ça n'était pas des priorités. Et donc, du coup, on fait le lit aux solutions simplistes, populistes, yaka, faucon, sortir de l'euro et protectionnisme aux frontières nationales de la France. Si on dit au contraire ce que nous proposons aujourd'hui, nos candidats le proposent tous, réindustrialiser la France, miser sur les PME et la formation des salariés, des filières d'excellence, et en même temps au plan européen, une Europe qui innove, qui se muscle, mais qui en même temps se protège dans la mondialisation. C'est les écluses sociales, sanitaires, environnementales aux frontières de l'Europe. Là, on a, j'allais dire, un protectionnisme intelligent, ciblé, ponctuel. Et si on ne fait pas celui-là au plan européen, on aura le pire des protectionnismes, hexagonal, de repli et à la fin des fins de désindustrialisation, d'endettement, de précarité. Simplement pour compléter ce que vient de dire Guillaume, qui est juste évidemment que je partage, c'est pas pour rien si on a fait ce livre ensemble, je dirais qu'en réalité ce qui pèse aujourd'hui aux ouvriers, c'est deux choses. C'est à la fois la réalité de la crise qu'ils subissent évidemment de plein fouet, les délocalisations, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a le sentiment que le projet du Parti Socialiste répond à un certain nombre de ces enjeux. Et puis c'est leur sentiment d'exclusion, c'est leur sentiment de ne pas trouver leur place dans la société et d'être face à une société politique et médiatique, permettez-le-moi, qui leur parle de gens qui ne sont pas dans lesquels ils ne se reconnaissent pas. Et je crois que le Parti socialiste a un gros effort à faire de manière générale, comme peut-être moins que d'autres partis d'ailleurs, mais nous, c'est à ce parti que nous appartenons. Un gros effort à faire pour arrêter de parler des gens et se mettre à parler aux gens, en particulier aux gens des classes populaires, parce que c'est de cela qu'il faut peut-être parler le plus profondément en ce moment, et en tout cas prendre le temps de s'adresser à eux. Voilà. Alors, je le disais, c'est intéressant de vous avoir tous les deux, puisqu'il y a des débats. Il y en a eu un la semaine dernière, il y en aura un la semaine prochaine, il y en aura un le 5 octobre sur BFM TV, entre les candidats aux primaires. Mais ces derniers temps, le ton est quand même assez monté. Je m'excuse, mais je crois que Ségolène Royal, on va l'écouter dans quelques instants. Voilà, allons-y, écoutons-la. DSK dit qu'il y avait un pacte et que Martine a juré ses grands dieux qu'il n'y avait jamais eu ce pacte. En effet, il y a un certain arrangement avec la vérité qui ne correspond pas, je crois, à ce qu'attendent les Français de leurs responsables politiques. Bon, bref, elle dit Martine a menti d'une façon assez directe. Du côté de Martine Aubry, on dit François Hollande, c'est peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est un peu flambi, dans l'esprit comme ça. Ségolène Royal, peut-être plus, enfin sûrement plus que Martine Aubry ou François Hollande, puisque c'est d'eux que vous parlez, a défendu avec Arnaud Montebourg cette idée des primaires. Elle y croyait beaucoup, elle les voulait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle assume totalement ces primaires. Elle assume totalement les débats qui sont nécessaires dans ces primaires. C'est quoi les débats nécessaires? C'est évidemment à la fois le débat sur les propositions des candidats, mais aussi sur la personnalité des candidats. Et pour s'intéresser à la personnalité des candidats, on ne peut pas considérer que ces candidats naissent le jour de la primaire. Ils ont un passé, ils ont un passif, un actif, ils ont tout. On peut s'intéresser, prendre du temps long pour regarder ce que les uns et les autres ont fait ces dernières années, ces dernières décennies, et c'est ce qu'elle propose. Moi, je trouve que c'est bienvenu.
Bah voyons, voilà, elle dit. Bravo. Franchement. Mais Guillaume sera d'accord. Il est d'accord d'entendre. Sur les primaires. Vous avez des primaires qui valorisent la gauche et qui ringardisent la droite. Moi, je connais plein de gens de droite qui me disent « J'aimerais bien qu'on ait des primaires pour pouvoir choisir notre candidat ». Les primaires, on l'a vu avec le débat la semaine dernière, il va y en avoir d'autres. C'est quand même un moment de débat politique sur le fond. Ces primaires, elles ont été rendues possibles par Martine Aubry, première secrétaire. Et honnêtement, c'est vrai que dans la période, on a plutôt besoin de casque bleu que de casque à pointe. Et pour le moment, ça se passe bien. Mais honnêtement, nous, on représente 2 candidates, on fait campagne pour elles, on les admire. Ce sont 2 femmes d'expérience, 2 femmes d'autorité, que la meilleure gagne. Attendez, alors, je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi. Par exemple, dans notre sondage, il y a 46% des Français qui pensent que le PS sortira divisé et affaibli de la primaire et 35% seulement pensent qu'il va sortir rassemblé et renforcé. Quand on a écouté ce qu'on vient d'écouter, c'était un des exemples, on se dit que c'est peut-être un risque quand même. C'est surtout une responsabilité que les électeurs font peser sur nos épaules à tous. C'est qu'on a cette responsabilité de faire en sorte que ça se passe bien, mais je trouve que pour le moment, les choses se sont plutôt bien passées. Objectivement, réunir 5 millions de téléspectateurs le soir d'un débat de 3 heures d'affilée, c'est quand même... c'était pas gagné d'avance. Hein. Ça sera encore plus le 5 octobre chez nous. Ça sera 4 jours avant l'élection. Ce qui est très important, c'est que dans la période qui vient, les échanges se fassent vraiment sur les priorités et les personnalités. Il s'agit quand même de présider la République dans une période de crise. Donc la question est de savoir qui est taillé pour le job. Mais surtout, il faudra, on n'en parle pas suffisamment, réussir le rendez-vous du rassemblement, des retrouvailles, la photo de famille, après la primaire. Et il y aura une responsabilité partagée. La personnalité qui l'aura emporté devra tendre la main, rassembler tous les talents. Et en même temps, ceux qui n'auront pas été sélectionnés et leurs équipes devront se retrouver. Et je vous le dis, ce sera le cas. Alors, il nous reste 15 secondes. Au mois de mai, on change de président et on va changer de politique. Il nous reste 15 secondes pour vous dire que c'est quand même François Hollande qui est en tête, c'est-à-dire ni la vôtre ni la vôtre, qui est en tête toujours dans ce même sondage, CSA, BFM TV, RMC, et qui est quand même celui qui l'emporte aux primaires et qui a même creusé l'écart apparemment avec Martine Aubry, avec 47%. Donc, qui préférez-vous voir investi, le souhait de l'investissement, et puis de l'investiture, et puis qui l'emporte aussi contre Nicolas Sarkozy, tout comme Martine Aubry, mais pas comme Ségolène Royal. Un tout petit mot. Écoutez, sur les sondages, d'abord, ayons un peu d'expérience. Sondage, image, naufrage. C'est quand même les électeurs qui décident. Et pas les sondeurs. Et puis deuxièmement, comme dit leur contenu jusqu'au bout, auprès des électeurs, certains d'aller voter, on est à 34, 27, 19. Honnêtement, c'est très ouvert et on va avoir dans les 15 jours beaucoup de surprises. En un mot. Moi, je vis en démocratie et pas en sondocratie ni en médiacratie. Voilà. Merci, vous êtes quand même venu nous voir. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci à vous. Merci, restez avec nous dans un instant. Le journal Jean-Rémy Baudot. Puis justement, on décrypte un peu ce sondage. Et puis, on est aussi en direct avec Bernard Cazeneuve, le socialiste qui connaît bien l'affaire de Karachi. À tout de suite.